Les économies capitalistes sont pas portées par l'altruisme. Non, c'est vrai. Mais justement, c'est pour ça qu'il faut que ça change. Et le secteur le plus, bien qu'il soit encore très minoritaire, ça représente 7% de l'économie mondiale, mais c'est le secteur qui est en croissance la plus rapide. C'est ce secteur, justement, qu'on appelle une économie positive ou n'importe quoi, à savoir le microcrédit, les investissements éthiques, le crowdfunding, un truc comme Kiva, n'existait pas il y a 5 ans. J'ai rencontré sa fondatrice, elle doit avoir 27 ans. Maintenant, il brasse 5 milliards de dollars de microcrédit. Il y a un prêt tous les 2 secondes en 5 ans. Donc, si vous voulez, ce genre d'activité économique, il s'est avéré aussi qu'il résiste mieux dans les crises. Une entreprise qui a une forte composante sociale, philanthropique ou bien de responsabilité éthique, environnementale, traverse mieux les crises parce que les gens sont plus fidèles à un truc comme ça qu'à un truc de pur investissement où c'est comme le jackpot. Est-ce que vous avez des exemples à travers l'histoire ou à travers le monde de sociétés qui ont fonctionné sur l'altruisme? En fait, 99% de notre histoire. Parce que la sédentarisation de l'espèce humaine s'est produite il y a environ 10-12 000 ans. Et c'est là où nos malheurs ont commencé de certains points de vue. Il y a toute la civilisation, l'art, etc. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à accumuler des biens. Parce que quand vous êtes un chasseur-cueilleur, vous n'avez pas intérêt à avoir trop de biens parce qu'il faut les porter d'un endroit à un autre. Donc vous avez toujours le minimum. Donc à partir du moment où on a commencé à accumuler des biens, il y a une hiérarchie, des gens qui ont attaqué ceux qui avaient plus de biens que d'autres. Bon, c'est un peu le début des problèmes. Il y a eu d'autres choses extraordinaires qui ont été faites. Mais dans la plupart de notre histoire, c'était des sociétés, donc, on appelle de chasseurs-cueilleurs, de nomades, qui étaient totalement égalitaires. Il n'y avait pas de chef. C'était une coopération au sein d'une centaine, 200 personnes, mais l'humanité n'était pas beaucoup, puisqu'on était 5 millions d'habitants il y a 10 000 ans. Il n'y a pas de crise de la population. Mais ces personnes-là vivaient principalement des sociétés égalitaires. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de violence personnelle, il n'y avait pas de guerre entre groupes. Ça a commencé seulement il y a 10 000 ans. Donc en gros, on peut dire que ce système-là, qu'évidemment, il n'est pas question d'y revenir, mais c'est quand même toute une bonne partie de notre histoire qu'on oublie. Et ceci dit, encore une fois, je crois qu'on sous-estime, parce que justement, c'est plus tellement dans la... C'est comme on ne voit pas nos propres sourcils, si vous voulez. Donc on est tellement habitué à fonctionner de façon relativement décente vis-à-vis des uns des autres, qu'on trouve ça tellement finalement normal qu'on ne prête plus attention, tandis que dès que quelqu'un a un comportement malheureux, ça choque et donc on le remarque. Économique qui tendrait vers le bonheur pour tous. Or nous, on nous apprend que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Est-ce que le bonheur pour tous peut s'inscrire dans un système économique réel dans nos sociétés occidentales notamment? Bon, alors, évidemment, il ne faut pas non plus rêver, mais ceci dit, il y a quand même beaucoup de grands économistes qui montrent les limitations, les limites du concept de l'homo economicus. C'est-à-dire, encore une fois, maximiser vos préférences personnelles. Et ils disent qu'il y a 2 choses que l'homo economicus ne peut jamais résoudre, ne pourra jamais résoudre, et qui sont très particulièrement d'actualité. C'est d'une part la pauvreté au sein de la richesse, donc les inégalités, et on sait que les inégalités, c'est un problème majeur aujourd'hui. L'OCDE, qui n'est pourtant pas un organisme qu'on pourrait qualifier de, je sais pas, d'extrême gauche ou autre, a dit que c'était le grand problème et que les derniers rapports de l'OCDE sur l'inégalité qui ont cessé d'augmenter dans tous les pays de l'OCDE, encore, il y a le rapport de l'automne dernier, il faut trouver un moyen d'une redistribution. C'est assez osé pour un organisme comme l'OCDE qui représente les pays les plus développés. Pourquoi? Parce que vous ne maximisez jamais vos intérêts personnels en remédiant à la précarité au sein de la richesse. Si vous avez des gens qui vous font des t-shirts au Bangladesh, vous avez tout intérêt à ce qu'ils restent pauvres à cet après-midi. Donc ça ne peut pas marcher. Et c'est le gros problème. Même dans un endroit comme le Forum économique de Davos, depuis 2 ans, c'est le thème dont on dit c'est un des thèmes les plus urgents à résoudre. Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie, il a écrit un livre sur le prix de l'inégalité, montrant à quel point ça nuit à un pays. Plus un pays est inégal, les États-Unis sont beaucoup plus inégalités que les pays scandinaves,
moins la qualité de l'éducation, de la santé et de l'espérance de vie sera bonne. Même s'il y a des gens très très riches. Et même pour les enfants des gens riches, parce que le niveau moyen de l'éducation, moyen de la santé, sauf si vous avez accès à des trucs très, très, très spéciaux, sera moins. Donc, ça c'est un des problèmes que l'Homo economicus ne peut pas résoudre. Deuxième problème qui a encore plus d'actualité, la maximisation des intérêts personnels ne peut pas résoudre le problème des biens communs, c'est-à-dire l'environnement, la démocratie, la qualité de l'air, la qualité des océans. Vous n'avez pas intérêt à œuvrer à quelque chose qui est global. Vous en profitez si l'air est purifié parce que tout le monde décide de, je sais pas, de minimiser le CO2 ou autre, vous en profitez, mais vous n'avez pas intérêt, vous, en tant qu'égoïste, à faire quelque chose. Vous mieux en profiter comme un profiteur. Caring Economics, c'est-à-dire le titre de ce livre en anglais, c'est Caring Economics. Donc l'idée que c'est un concept, que l'économie n'est pas basée seulement sur la raison, mais aussi sur l'idée de considération d'autrui. Il y a des grands économistes comme Denis Snower, qui a fondé le Global Economic Symposium, avec qui je travaille beaucoup, qui n'a pas participé à ce rendez-vous, mais qui est assez engagé dans ce sens, et d'autres comme Joseph Stiglitz, Amartya Sen, qui pensent qu'il est indispensable d'amener cette composante du care avec la voie de la raison. Vous dites que la richesse ne rend pas heureux. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi? Moi, je dis rien, hein, je veux dire, je me fais écho de... Alors ça, c'est une discussion sans fin, mais ça s'appelle le paradoxe de Easterling. C'est-à-dire que si vous êtes en dessous du seuil de la pauvreté, la richesse vous rendra extrêmement heureux. Vous pouvez nourrir vos enfants, assurer votre santé et avoir un toit et échapper à des conflits et pas être dans un camp de réfugiés ou être obligé de traverser la Méditerranée comme d'autres le font, plus de ressources vous rendront extrêmement satisfaits. Mais ce qui a été montré encore et encore, c'est qu'à partir du moment où vous avez passé le seuil où vos besoins normaux, vitaux, décents sont satisfaits, que tout le monde, personne n'est contre si on vous triple votre salaire. Bon, les gens peuvent faire des très bonnes choses. Moi, je consacre 100% de tout ce que j'ai depuis 20 ans à des projets humanitaires. Si vous me donnez 500 millions de dollars, je suis ravi, j'en fais quelque chose tout de suite. Je peux construire 300 cliniques. Donc, ce n'est pas la question. Mais il faut simplement savoir que, disons, toutes les études ont montré que si, au-delà d'un certain seuil de confort et de décence, de vie décente, vous augmentez votre fortune, ça n'a aucun impact sur votre bien-être. Zéro. C'est-à-dire que votre revenu monte et votre niveau de satisfaction devient plat à partir de ce moment-là. C'est tout. Et alors, il y a une autre étude qui a été faite qui est intéressante, c'est que l'argent ne fait pas le bonheur, sauf si on le donne. Et ça, c'est... Non, mais c'est vrai en plus. Donc, c'est une très bonne psychologue canadienne qui a fait cette étude. Elle a commencé au Canada, puis ensuite elle a étudié ça dans 27 pays du monde. Elle a étudié des personnes, un échantillon de 2-3 000 personnes, et voir qui faisait quelque chose pour les autres, monétairement ou en temps, donc investissait ce qu'on pourrait appeler l'argent ou l'équivalent de l'argent, c'est du temps de travail donné. Et ça, pas forcément, c'est pas quantitatif, ça peut être un petit quelque chose, mais les gens qui donnent, par rapport à ceux qui ne donnent pas du tout. Et le reste étant évidemment bien contrôlé, c'est-à-dire les catégories d'âge, de milieu social, de revenus, de santé, tout ce que vous voulez. Le scientifique doit essayer d'isoler un facteur unique et non pas que ça soit dû à autre chose. Voir cette inclination à faire quelque chose pour les autres était significativement plus heureux. Et elle a repliqué ça dans 27 pays. D'où l'article quand même apparu dans Science, hein, c'est pas dans des petites revues, je dirais, seconde catégorie, c'est les deux revues les scientifiques les plus prestigieuses. L'argent ne fait pas le bonheur, sauf si on le donne. Alors, dans notre société plutôt vécue comme une contrainte, je pense dans la religion catholique, si on ne fait pas le bien, on est puni, on peut même aller jusqu'en enfer, c'est quand même assez terrible. Hein. Dans nos sociétés, on doit partager aussi notre argent en payant l'impôt, et ça fait beaucoup parler les commentateurs. Comment on peut vivre l'altruisme d'une façon immédiatement bénéfique, si j'ose dire? Vous savez, ça c'est une question, c'est une manière d'être. Hein. Dire, bon, les autres, les gens se plaignent des institutions. Et franchement, moi, l'année dernière, j'ai une mère de 92 ans, je
Je l'ai emmenée au CHU de Périgueux. Moi, je ne suis pas habitué parce que j'ai la chance d'être en bonne santé, je n'ai jamais été dans les hôpitaux français. Elle est arrivée avec sa petite carte en plastique, là. Ils l'ont gardée 8 jours pour faire plein d'examens. Ils n'ont rien demandé, c'était comme ça, pouf, pouf. Et un soin formidable, j'étais complètement sidéré. Parce que moi, ça fait 50 ans que je vis dans des endroits où si vous n'avez pas l'argent, vous ne rentrez pas. Et aux États-Unis, c'est pareil. Je connais le cas de quelqu'un qui était inconscient. Et à l'hôpital, il fouillait dans ses poches, voir s'il y avait une carte de crédit, sinon il ne rentrait pas. Et aller en Chine ou en Inde, si vous n'avez pas l'argent, vous ne rentrez pas, vous pouvez mourir à la porte. Donc je veux dire, on peut se plaindre de l'État-providence en raison des abus, certainement. N'empêche que c'est quand même fabuleux que toute personne, quel que soit son état social, peut recevoir des soins qui lui préservent sa vie quand elle est en danger. Vous qui êtes biologiste cellulaire, est-ce qu'il y a un gène de l'altruisme? Non, il n'a certainement pas été identifié, mais il y a forcément pour tous les traits de caractère que nous avons, il y a une composante génétique. Alors qu'elle a été parfois largement surestimée, on dit jusqu'à 50%. Ça, c'est surestimé dans le sens que ces études-là ont été faites avec des jumeaux séparés, mis dans des familles différentes, séparés à la naissance, et on voit s'ils ont les mêmes caractéristiques psychologiques, s'ils sont violents, etc., etc. Mais en fait, c'est assez biaisé comme étude, parce que c'est rare qu'il y ait un jumeau qui soit adopté par un milliardaire, d'autres qui se retrouvent dans un bidonville en Afrique du Sud, si vous voulez. Donc ils sont généralement quand même élevés par des gens qui veulent adopter des gens, donc ils sont aimants, etc. Donc toujours est-il qu'en gros, on peut dire qu'il y a plus raisonnablement environ 20% de nos traits, 25%, et ça varie pour certaines choses, qui sont d'origine génétique. Mais, en fait, c'est comme un plan d'architecte. Vous commandez un plan à un architecte, il vous fait un plan, il vous le donne, vous le payez, puis ensuite vous pouvez décider quand même de le modifier. Et ça, on peut le modifier de façon considérable. Alors ça s'applique à l'altruisme, mais ça s'applique à toute forme d'entraînement ou de transformation personnelle. Il y a deux éléments qui permettent de modifier profondément notre héritage génétique. D'une part, l'épigénétique, c'est-à-dire que, regardez ces lumières-là, imaginez que vous en ayez une seulement qui soit allumée. Elles sont toutes là en état de fonctionnement. Toutes sont allumées. Les gènes peuvent s'exprimer ou pas. Ça fait toute la différence. Si vous avez un gène pour être très stressé mais qui ne s'exprime pas, vous n'êtes pas stressé. Et ça, c'est l'épigénétique. Et ça, il y a une influence considérable de l'environnement, d'une part, la petite enfance, et puis toute votre vie, les traumatismes, un environnement positif, altruiste, et de l'entraînement de l'esprit. Et reste à changer. Deuxièmement, l'entraînement de l'esprit, l'entraînement de quoi que ce soit d'ailleurs, de jouer aux échecs, de faire du tennis, tout entraînement, mais aussi, ça c'est valable pour l'altruisme, on l'a pu le montrer, transforme rapidement votre cerveau, fonctionnellement et structurellement.